Comme tout dire est impossible, il est très difficile, chère Julia, en si peu de temps, de rendre compte de tous les objets qui ont retenu votre insatiable curiosité dans tous les domaines. Les arts visuels et les littératures, la psychanalyse et la linguistique, les langues et les pays, les religions et l'histoire des idées, les peuples et bien entendu les gens, je ne saurais tout nommer tant la diversité semble vous réjouir et être, comme on l'a entendu, votre devise. Ces curiosités ne sont pas qu'esthétiques. Ces savoirs ne sont pas seulement académiques. Ils ont constamment été orientés et animés par un engagement militant pour la cause des femmes, pour les handicapés, et il y a maintenant cette tentative d'inventer et de penser un nouvel humanisme qui rendrait le monde un peu moins brutal et un peu moins meurtrier. Du coup, et pour rendre publique et concrète, audible cette polyphonie que vous incarnez, nous avons pensé que les témoignages d'un petit nombre de vos amis pourraient rendre compte de ce que vous avez rendu possible et des autorisations que vous avez données à la pensée. C'est pourquoi, pour prolonger d'une autre manière ce que nous avons entendu cet après-midi, et parce que cette manifestation se place aussi, et peut-être d'abord, sous le signe de l'amitié, chacune des personnes présentes ici sur cette scène va parler de ce qui, dans sa vie, son travail, sa vision du monde, son rapport à l'autre, a bougé par sa rencontre à vous. Alors, ces amis ici présents à cette table ont pour nom, et je les cite donc dans l'ordre alphabétique, Laure Adler. Difficile d'ailleurs de vous présenter, Laure. Vous êtes une femme de culture bien connue, journaliste, écrivaine, éditrice et productrice de radio, mais aussi de télévision. Vous avez, entre autres fonctions importantes, dirigé la radio culturelle France Culture. Antoine Compagnon, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de littérature française moderne et contemporaine depuis 2006. Marianne Hobson, bienvenue, vous enseignez à l'Université Queen Mary de Londres. Vous avez présidé le conseil scientifique du Collège international de philosophie. Vous êtes historienne des idées et de la philosophie. Axel Kahn, vous êtes un scientifique renommé, médecin, généticien. Vous êtes l'ancien président de l'Université Paris-Descartes et l'ancien directeur de l'Institut Cochin. Laurence Kritzmann, vous êtes un professeur de littérature française et comparée à l'Université de Dartmouth. Vous êtes mondialement connu, vous êtes éditeur, et si vous connaissez parfaitement la littérature à travers les siècles, vous êtes également fort savant en philosophie française du XXe siècle. Laurent Mazas, vous êtes prêtre, philosophe, membre du comité directeur de la culture du Conseil de l'Europe depuis 2001. Vous dirigez le département des organisations internationales et vous êtes le directeur exécutif du Parvis des Gentils au Conseil pontifical de la culture. Alors, Madame Marianne Hobson, quand je vous ai demandé de quoi vous souhaitiez nous parler, vous m'avez répondu ceci. J'ai pensé parler de la libération que représentaient pour moi et pour d'autres les travaux en critique littéraire et en philosophie de la toute jeune Julia Kristeva. Donc vous connaissez depuis longtemps. Et je crois que vous alliez ensemble écouter les cours de Roland Barthes. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais on se connaît depuis très longtemps. On était étudiantes et bon, ça crée une relation qui est même curieuse et très ferme. Donc vous avez fait vos études à Paris? Oui, enfin, j'ai fait mon doctorat. J'ai fait les lectures. Bon, je commence. Ben oui. Bien, alors je vais parler, je dois dire, une toute petite partie du continent Kristeva, parce qu'il est extrêmement difficile, quand il faut nécessairement parler d'une façon très brève, à choisir. Mais je vais parler de ce qu'elle a voulu dire pour moi. Les travaux en linguistique de cette toute jeune Kristeva ont eu un effet percutant. Percutant
par un mot qu'on a déjà entendu, par leur audace intellectuelle. Elle a le culot, par exemple, d'intituler son premier livre Sémiotique. C'est un mot qu'a utilisé le philosophe Locke pour baptiser sa doctrine des signes et sa théorie sur leur articulation dans la pensée. Lui qui, avec Condillac, a, dans les temps modernes, démontré le va-et-vient entre la pensée et son expression. Elle avait, dans ses travaux de linguistique, une très grande générosité. Et ça, c'est pas uniquement, évidemment, dans son travail intellectuel, c'est partout. Elle réserve une visibilité à des noms qui avaient tendance à passer sous le radar de l'attention publique. Et dans le nouveau livre, il y a un article sur Benveniste qu'elle a cherché constamment à mettre en lumière de la façon qu'il méritait. Mais il y avait aussi Jean-Claude Chevalier et Thomas Sebeok. À partir de là, elle développe son travail sur ce qu'elle appelle le sujet en procès. On l'a entendu, avec le groupe tel quel, elle lit les poètes fous. Elle refuse de les récupérer, elle respecte leur étrangeté. L'avant-garde, dans cette perspective, acquiert un rôle fondamental comme gardienne d'une espèce de négativité. Une mutation du poétique qui, annonce-t-elle, fait passer dans la langue l'expérience de la psychose. Or, il me semble qu'elle opère ici une redistribution des discours modernes, où la philosophie sortirait massivement perdante. J'en tire quelques leçons. Ces lecteurs ont pourtant appris, par ces travaux de cette toute jeune femme, qu'on pouvait à la fois respecter les difficultés et les détails d'une pensée ou d'un texte et dégager de là une théorie rigoureuse. Donc il y a à la fois rigueur et respect. Ce fut pour nous, je peux vous assurer, une découverte et une libération. On l'a dit, ce fut un décloisonnement des perspectives académiques. Ce décloisonnement a ouvert des champs d'études où, sans elle, moi-même et beaucoup d'autres, nous n'aurions jamais osé nous aventurer. Donc, elle passe l'audace aux autres, si je puis dire. C'est une audace sans vanité. Si Julia Kristeva met toujours ce dont elle parle, elle fait toujours ce dont elle parle, la révolution du langage poétique, le rôle de l'avant-garde ou l'expansion de la sémiologie, si elle le met toujours en rapport avec son propre moment historique, elle ne se place jamais au point d'aboutissement d'une téléologie, mais toujours, me semble-t-il, dans les marges de son propre système intellectuel. C'est une situation assez bizarre, il me semble, mais extrêmement puissante et très forte pour ceux qui la lisent. Quand on considère son parcours, elle a, me semble-t-il, dénié à la philosophie le rôle de science omniprésente qui transcenderait et fédérerait les différents domaines qui l'intéressaient. Et pourtant, dans son écriture, elle développe ou déplace des mots à partir de la philosophie qui restent en catamini dans notre culture. Ces mots ont tous le pouvoir de changer subtilement notre approche à notre propre travail, qu'elle soit littéraire, historique, artistique.
mais ils opèrent ce changement en tordant leur sens d'origine. C'est ce déplacement que les lecteurs aperçoivent, peut-être obscurément, et qui donne à ces mots leur pouvoir de réverbération. Et j'en cite, on en a déjà entendu parler, intertextualité, polylogue, paragramme. Elle a su ouvrir une riche carrière à des mots pris à la philosophie ou élaborés à partir des philosophes. En quoi elle met en pratique sa propre théorie de l'intertexte. Elle semble réserver à cette discipline, la philosophie, comme des nouveaux quartiers, comme une nouvelle sphère d'activité et de réverbération. Et cela, je l'ai dit, pour moi comme pour d'autres, a opéré comme une libération. C'est donc ici, en conclusion, que je dirais que pour moi, l'effet Kristeva est à la fois une continuation d'une injonction kantienne et son renversement. Parce que, au lieu de dire « oser savoir » avec Kant, elle le continue, si je puis dire, et nous dit « sachez oser ». Merci beaucoup, Marianne Hobson. Antoine Compagnon, quand je lis la page 14 de votre leçon inaugurale, je vois écrit « Un camarade me rappelait tantôt que nous avions ensemble, au séminaire de Claude Lévi-Strauss, entendu Julia Kristeva, qui devait plus tard diriger ma thèse. » Oui, je voudrais évoquer quelques rencontres au cours de cette quarantaine d'années que je connais Julia Kristeva. La première fois, c'était sur le parvis de Sancier, qui était un lieu assez inhospitalier, à l'époque, venteux, une sorte de souk politique et avec de l'alimentation. Et j'ai vu une jeune femme svelte, avec, en pantalon, en queue de cheval, je crois, qui vendait des brochures. Et je lui ai acheté une brochure. Je ne savais pas qui était cette jeune femme. Hier soir, j'ai cherché dans ma bibliothèque, j'ai retrouvé la brochure. Ça s'appelait tel quel, Mouvement de juin 1971, Information. J'en possède 2 numéros. Le numéro 1 du 15 mars 1972 et le numéro 2-3 du 30 avril 1972. Ça valait 2 francs. Je ne sais pas lequel j'ai acheté à Julia Kristeva, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. En tout cas, je n'ai pas revu la vendeuse devant Sancier. Ce sont de drôles d'objets que ces brochures, je la relisais hier soir, hein, dénonçant l'opportunisme kotskiste des idéologues chroniqueurs du PCFR, le PCFR Aragon-Cardin, hein, tout cela c'était contre les lettres françaises, Aragon et Triolet, l'alliance dogmatico-révisionniste avec la bourgeoisie, l'hégémonie grandissante de la petite bourgeoisie sur le prolétariat, l'abandon de toute référence à la dictature du prolétariat, hein, et bien entendu la défense de la Chine de Mao. Dans ce numéro que je crois avoir acheté à Julia, il y avait également le compte-rendu des funérailles de Pierre Auverney, et de la grande manifestation qui a suivi et dont je me souviens bien, où j'étais présent. À l'époque, j'étais élève à l'école polytechnique et pour me distraire, je suivais des cours à Sancier. Et je crois que ce jour-là, je sortais du cours de Bernard Dort, proche de Roland Barthes, ami de Roland Barthes, où je retrouvais un ami qui était alors élève à l'ENA et qui a eu lui aussi un cheminement curieux. C'est Michel Schneider, qui est devenu haut fonctionnaire, psychanalyste, écrivain. Et c'est lui qui, nous étions ensemble sur ce parvis, il était mieux renseigné que moi, c'est lui qui m'a indiqué le nom de la vendeuse des brochures qui suivait des cours de chinois avec lui à l'époque. La vendeuse était l'auteur de Séméiotiké, livre imposant, cette toute jeune femme, très charmante.
Je saute 2 ans et demi. J'ai été sorti de l'école polytechnique. J'ai été élève aux Ponts et Chaussées. J'avais fait une maîtrise de lettres durant mon service militaire et j'avais envie de faire une thèse. Je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était qu'une thèse. Personne ne le savait à l'époque. Mais je voulais essayer. Et Julia Kristeva venait d'être nommée professeure à Paris 7, qui avait déménagé de Sancy à Jussieu. Jussieu, c'était flambant neuf, il n'y avait pas encore de graffiti, on ne savait pas qu'on était sous l'amiante. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé un petit projet de thèse. Elle m'a reçu. Je ne sais pas si elle se souvient du projet, mais c'était une thèse sur Marguerite Duras. Oui, j'ai proposé à Julia Kristeva une thèse sur Marguerite Duras, sur ses romans, son théâtre, ses films, les répétitions, les reprises. On était à l'automne 1974. Marguerite Duras n'était pas encore le monument qu'elle devait devenir quelques années plus tard. C'était un auteur d'avant-garde, un peu marginal, dont on voyait les films à l'Olympique. Ce n'était pas non plus un auteur de tel quel, Marguerite Duras. Je ne pense pas qu'elle ait été tellement présente dans les numéros de cette époque-là. Mais Julia l'a accepté, ce sujet de thèse. Et c'est seulement il y a quelques années, une rencontre que j'évoquerai dans un moment, que je me suis dit que j'avais dû être son premier doctorant, en tout cas son premier docteur, dans ce que j'ai soutenu quelques années plus tard. Cette thèse dont Duras était désormais tout à fait absente. Elle avait disparu entre-temps. Des années plus tard, un jour, Julia m'a demandé, à brûle-pourpoint, pourquoi, au fond, j'avais fait ma thèse sous sa direction. Je répondrai aujourd'hui. Peut-être en raison de cette image de la vendeuse du mouvement de juin 1971 sur le parvis de Jussieu, mais aussi parce qu'à l'époque, le milieu dans lequel je voguais, c'était celui d'un certain gauchisme post-UEC, la disparition les séquelles de l'UEC, et notamment le milieu de ceux qu'on appelait les Italiens, qui étaient un peu plus âgés que moi, mais dans lequel je me trouvais. Et c'était là qu'on m'avait dit, j'étais assez féministe, et c'était là qu'on m'avait dit, Julia Kristeva, ce serait une bonne idée pour diriger votre thèse. À l'époque, cette thèse a vite dégié, je le disais. À l'époque, on ne voyait pas souvent son directeur. Il n'y avait pas beaucoup d'obligations dans la préparation d'un doctorat. Je suis allé au séminaire de Julia, à Jussieu, dans une salle surpeuplée, enfumée, comme c'était la coutume, avec quelques amis. Elle parlait avec une érudition stupéfiante qui se renouvelait de semaine en semaine. Je me demandais comment on pouvait en savoir autant, comment on pouvait lire autant, comment on pouvait avoir autant d'idées. Et il y avait aussi un petit séminaire dans lequel nous étions beaucoup moins nombreux et qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Folle Vérité. Je n'ai pas été le consulter hier soir, il est sûrement toujours dans ma bibliothèque, mais j'aurais bien aimé regarder la liste des collaborateurs qui étaient ceux donc, de ce premier séminaire dans ces années de Jussieu. Je pense que durant la thèse, nous ne nous sommes pas rencontrés plus de 2 ou 3 fois en tête-à-tête. Ça ne se faisait pas. La première après, à mi-parcours, où j'ai dû remettre une première moitié, la seconde à la fin, à l'été 1977, pour lui remettre la thèse dactylographiée. Nous nous sommes sans doute vus une 3e fois pour parler des remarques que Julia avait à faire. En ce temps-là, les professeurs n'avaient pas de bureau. Je ne sais pas s'ils en ont maintenant. J'ai l'impression que ces rendez-vous avaient lieu à la closerie des Lilas, tout près du domicile de Julia à l'époque. Entre-temps, je m'étais lié à Roland Barthes. J'avais suivi son séminaire, nous étions devenus amis. Et je me souviens qu'un jour, tandis que je préparais cette thèse, il m'avait dit « Je dois dîner ce soir avec Julia Kristeva et Philippe Solers. Voulez-vous venir avec moi ? Je suis sûr que ça leur ferait plaisir. » J'avais refusé, ce que Roland Barthes n'avait pas compris, mais Julia était ma directrice de thèse et on était libérés de tout, mais il y avait encore un certain sens de ce qu'il se faisait.
Julia est donc restée ma directrice et j'évoquerai ce souvenir, lors de la soutenance de cette thèse, c'était l'hiver 1977, il a fallu décider du jury. Et Julia m'a proposé son propre directeur comme membre du jury, puisqu'elle avait soutenu une thèse d'État peu avant. Et c'était un beau cadeau que j'ai pris comme une preuve, une marque de reconnaissance. Je voudrais évoquer un instant l'homme avec qui je me suis lié à cette occasion, car il a compté plus tard, lui aussi, c'est Jean-Claude Chevalier, puisqu'il s'agit de lui, grand linguiste, historien de la grammaire, poéticien subtil et qui est resté un ami, je crois, de Julia comme de moi, quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc il a fait partie de mon jury de thèse et je me suis ensuite adressé à lui pour qu'il dirige ma seconde thèse, ma thèse d'État. La première, c'était une thèse de 3e cycle. Ainsi, je me rends compte aujourd'hui, non seulement Julia a été ma directrice de thèse de 3e cycle, mais nous avons eu le même directeur de thèse d'État, ce qui tisse des rapports importants. Vous voyez combien je lui dois. Il existe un site qui retrace la généalogie des mathématiciens. C'est un site intéressant que je vous recommande qui s'appelle Mathematics Genealogy Project. Je le consultais tout à l'heure. Je regardais juste un nom, celui de Laurent Schwartz, mathématicien que j'admire beaucoup, à qui je dois beaucoup. On y voit que Laurent Schwartz a eu 16 élèves et 2495 descendants. J'aimerais bien voir l'équivalent dans nos disciplines qui montrerait le réseau de ces rapports, qui sont des rapports importants. Jean-Claude Chevalier m'a écrit justement il y a quelques jours, c'est pour ça que je repense à tout ça, après avoir lu mon dernier livre, et il m'a appris que nous avions encore un passé commun que j'ignorais. Et lorsque j'ai soutenu cette thèse d'État, quelques années plus tard, cette fois-ci c'était une thèse sur Proust, Julia, qui a changé de rôle, a bien voulu faire partie du jury. Et il y avait là, mis à part elle, un certain nombre de Proustiens éminents, Michel Raymond, Jean-Yves Tadier, Pierre Brunel. Je dirais un mot de Proust, mais je voudrais encore évoquer 2 personnes qui nous ont rapprochés dans le long cours de ces années, de ces décennies, et parce que ce sont 2 hommes que nous avons tous 2 aimés et qui ne sont plus. J'ai cité Roland Barthes, d'abord, qui admirait, qui adorait Julia, qui m'en parlait comme d'une perle, comme d'un joyau. Enfin, quand il parlait de Julia, c'était toujours avec une grande émotion. Je me souviens de lui le jour de ma soutenance de thèse. Enfin, c'est une façon de parler puisqu'il était juste derrière moi, au premier rang. Et je le revois assis ce jour-là. Pour lui, Julia était l'intelligence même. Mais c'est un autre souvenir qui me revient à l'esprit, celui de son séjour à l'hôpital après l'accident dont il ne s'est pas remis, et les semaines durant lesquelles son état s'est aggravé, et nos rencontres assez fréquentes, Julia, d'autres et moi, dans le couloir de l'hôpital, au sortir de sa chambre, puis son retour en réanimation, et nos conversations de plus en plus désolées. Nos désaccords aussi, puisque Julia pensait qu'il se laissait mourir, qu'il voulait mourir, et que je refusais cette analyse. Et je ne saurais jamais qui avait raison. Mais c'est aussi ce qui est beau dans cette vie, de retrouver à différents tours ces moments où nous nous sommes croisés. Et l'autre ami commun auquel je pense aujourd'hui, dont nous avons tous 2 été proches, et dont je crois nous sommes tous 2 les obligés, c'est Michael Riffater, autre grand fanatique de Julia, qu'il avait invité à Columbia University, à New York, et qui avait institué ce qu'il appelait la Troïka, cette belle équipe de professeurs invités, Julia Kristeva, Tzvetan Todorov, et le 3e ayant changé, c'était d'abord Hans Robert Jauss, mais l'immigration américaine étant intervenue dans ce choix, Umberto Eco lui a succédé. Julia Kristeva a souvent enseigné à Columbia, pour le plus grand bonheur de tous, jusqu'au moment, et c'est pour moi un regret d'autant plus vif qu'à l'époque je dirigeais le département, où nous n'avons plus pu rivaliser avec les autres universités qui se battaient pour l'accueillir.
Mais je garde l'image de Michael, ce grand savant, cet immense connaisseur de la littérature française. Lors d'un dîner à New York, il y a quelques années, nous sommes peut-être la dernière fois que nous l'avons vu, c'était après une conférence de Julia à NYU. Il était déjà diminué par la maladie et soudain vulnérable, fragile, et c'est comme ces renversements d'images auxquels on est confronté parfois, cet homme redoutable, cet homme effrayant, qui était soudain frêle et qu'on avait envie de protéger. J'ai dit que j'évoquerais Proust, pour finir. J'ignore par quel chemin Julia est venue à lui. Il s'agit d'années durant lesquelles nous ne nous sommes pas beaucoup vus. Je crois que Julia me prenait pour un réactionnaire, pour un traître. Je n'avais pas encore rejoint la Sorbonne, mais elle m'avait écrit, après que j'avais publié les 5 paradoxes de la modernité, donc c'est la fin des années 80, elle me reprochait de faire le procès du mouvement moderne. Je crois qu'elle avait tort, que je faisais l'apologie d'une modernité paradoxale contre un modernisme dogmatique. Mais pendant un petit moment, nous étions un peu en froid. On croit être fidèle et que ce sont les autres qui sont infidèles, mais vous voyez, la roue tourne. La roue tourne, ou la spirale, hein, comme disaient Vico et Barthes, et à la prochaine révolution, on se retrouve en phase. Et nous avons tous beaucoup bougé au cours de ces 40 années, que je résume vite avec ces quelques carrefours et ces quelques rencontres. Hein. Julia de Céline, excellent livre des années 80, à Proust. Passer de Céline à Proust, ce n'est pas rien. C'est pire que de passer de Mao à Benoît XVI, ou de tel quel à Assise, comme disait. Du temps de tel quel, il y en avait peu pour Proust. Mais Julia y est venue dans un grand livre, Proust phénoménologue, Proust juif, Proust homosexuel, suivant des modèles de lecture dont je me souviens pour les avoir entendus, mis à l'épreuve à Columbia, justement, dans un séminaire. Et je terminerai par ceci, en disant, au fond, j'aimerais bien avoir un tout petit peu contribué à cette inflexion de son œuvre, puisque cette inflexion vers Proust n'était pas encore engagée lors de sa participation au jury de ma thèse sur Proust en 1985. De quoi peut rêver un élève de mieux que d'avoir un tant soit peu infléchi la trajectoire de son maître. Merci. Laure Adler, vous êtes docteur en histoire via une thèse que vous avez consacrée aux féministes du XIXe siècle. Vous écrivez beaucoup sur les femmes, des essais, mais aussi des biographies, comme celle de Marguerite Duras, Simone Veil, François Giroud. Vous avez en commun un très beau personnage, un modèle en effet du génie féminin, puisque au fond c'est le premier tome de la trilogie de Julia Kristeva, cette magnifique femme qui est Hannah Arendt. Moi, je voudrais parler de 3 personnes. L'une s'appelle Kristeva, l'autre s'appelle Julia Kristeva et la troisième s'appelle Julia. Alors, je vais d'abord parler de Kristeva. Kristeva, c'est un nom, c'est un slogan, c'est un nom qu'on se répétait depuis les années 70, quand on était étudiant à Paris et qu'on venait de débarquer dans cet univers intellectuel. Kristeva, c'était une représentante du modernisme, du féminisme, de l'audace de penser et de la rigueur et de la précision intellectuelle. Kristeva, c'était un modèle à suivre parce qu'elle était de toutes les révolutions. Elle était toujours même en avant, un pas en avant par rapport aux révolutions. Révolution poétique avec telle quelle, révolution politique dans des idées, dans des slogans qui, après coup, nous paraissent un peu dérisoires, mais qui, à cette période-là, forçaient notre admiration. Et puis aussi, Kristeva, c'était le nom d'une rigueur intellectuelle qui se déployait à travers une discipline que nous, à l'époque étudiants, nous découvrions, qui était la linguistique. Et tout à l'heure, Marianne a parlé d'Émile Benveniste. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui ont lu
l'accompagnement qu'a fait Kristeva il y a 1 an et demi, 2 ans, des séminaires d'Émile Benveniste, mais je le conseille à tout le monde parce que c'est comme un fanal ouvert toute la nuit. C'est la manière de déployer son intelligence la plus profonde, c'est la manière de rentrer dans les replis de la langue, c'est la manière d'expliquer le rapport au langage, le rapport aussi de l'être et du monde. Et c'est grâce à Kristeva et à ce nom qui sonnait comme un slogan dans les années 70 puis dans les années 80 que j'ai appris, moi, ce que ça voulait dire parler, ce que ça voulait dire énoncer, ce que ça voulait dire assumer un langage, assumer une posture intellectuelle et pouvoir aller de l'avant. Et puis il y a Julia Kristeva. Alors Julia Kristeva, c'est le nom d'un auteur qui se déploie dans de très nombreux registres et je crois que sur la scène intellectuelle française et même européenne et même internationale, il n'y a pas beaucoup de personnes qui puissent se revendiquer de signer à la fois dans le registre du polar, dans le registre du théâtre, dans le registre de l'essai intellectuel, dans le registre de l'autofiction. Je pense que toutes ces hétéronymies s'allient dans un seul nom, qui est celui de Kristeva, mais qui lui-même se répercute dans le nom d'une pratique dont elle ne fait pas mystère et qu'elle assume avec aussi beaucoup de clarté et beaucoup de lumière. C'est ce métier, cette vocation qu'est la psychanalyse. Et je pense qu'à travers les différents noms de Julia Kristeva qui signent tous ces livres qui parcourent, il doit y en avoir une bonne trentaine maintenant depuis les années 70, qui parcourent donc les 40 dernières années de notre existence intellectuelle, il y a autant de Julia Kristeva et autant en même temps d'unité, de sobriété, de rigueur intellectuelle et d'assomption de son propre nom. Et puis il y a Julia. Alors Julia, c'est l'amoureuse, c'est la compagnera de Philippe Solers. Ils sont tous les deux présents, au premier rang tous les deux, mais séparés par un fauteuil, comme par hasard. Ils sont solidaires depuis très longtemps. Ils sont l'incarnation d'un modèle d'amour. Ils sont l'incarnation aussi d'une audace amoureuse, intellectuelle et morale. On a beaucoup parlé du modèle de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, mais je trouve que le modèle que donne Kristeva Solers est beaucoup plus fécond intellectuellement et beaucoup plus ouvert en pistes à la fois amoureuses, intellectuelles, artistiques, audacieuses pour nos propres vies, pour notre propre vie. Il y a la mère aussi, on en a parlé. Il y a celle qui compatit, il y a celle qui écoute, il y a celle qui prend tout au sérieux. Je me souviens de Julia ayant eu une fonction au Conseil économique et social. Je me souviens de Julia ayant eu des rapports à faire pour le président de la République. Julia prend tout au sérieux, Julia consulte beaucoup, Julia écoute beaucoup. Et puis il y a Julia aussi qui est l'exemple pour nous les femmes, parce qu'elle a su conjuguer à la fois le travail intellectuel, et elle le conjugue encore aujourd'hui, jour et nuit. Elle conjugue aussi cette audace d'aller dans des lieux où plus personne ne va. Par exemple, tout à l'heure, cette jeune comédienne lisait un extrait de Thérèse d'Avila. Mais ce livre est dingue. Ce livre est à la fois une biographie d'une des grandes mystiques. Ce livre est à la fois le déploiement des différents registres des états de Thérèse d'Avila, mais ce livre est aussi une pièce de théâtre. Il y a aussi la Julia qui continue et qui persévère, qui quelquefois n'arrive pas toujours à ses fins. Avec Julia, nous avons un projet que nous portons depuis maintenant 3 ans et demi, je crois, 4 ans. Il y a la Julia modeste aussi, je voudrais terminer là-dessus. Il y a la Julia fragile, il y a la Julia qui doute d'elle, il y a la Julia qui ne doit pas en revenir de voir qu'on parle d'elle là, tous réunis dans cette salle où nous sommes très nombreux, parce que je pense que Julia, elle a une très grande qualité, c'est sa fragilité. Je pense qu'elle n'est pas sûre d'elle, je pense que c'est comme ça qu'elle avance. Et j'espère que, en tout cas en ce qui concerne le projet que nous avons toutes les deux, nous arriverons à le mener à bien, parce que c'est un très beau projet, et que ces fragilités-là, ces projets qui ne sont pas encore aboutis, font partie de ton côté étincelant, de ce nom que tu portes,
Kristeva et qui continue à sonner haut et fort pour nous, à la fois comme un modèle, mais aussi comme un encouragement. Merci beaucoup, Julia Kristeva. Laurence Kreutzmann, vous êtes non seulement le professeur de littérature dont nous parlions tout à l'heure, mais vous êtes l'éditeur américain de Julia Kristeva. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la réception des travaux de... Alors maintenant, je ne sais plus si je dois dire Julia Kristeva ou Kristeva, mais de Julia Kristeva, en effet, aux États-Unis. Bon, je parlerai de ça, mais d'abord, je suis très honoré d'être ici. Je connais Julia déjà depuis une trentaine d'années. C'était grâce à Domna Stanton et Michael Riffater, et j'ai toujours beaucoup d'affection pour elle. Alors, oui, Julia a toujours été là au début de ma vie intellectuelle sérieuse. Même avant d'avoir fait sa connaissance, le travail que j'avais fait sur la rhétorique de Montaigne et par la suite sur la rhétorique de la sexualité, il y a toujours les traces de Julia Kristeva dans mon travail. Comme éditeur, moi, je dois dire que Kristeva a eu énormément de succès aux États-Unis. Alors pourquoi? D'abord, pour ses qualités intellectuelles, sa générosité, sa ouverture, son exemplarité, et aussi elle était visiting professor dans plusieurs établissements aux États-Unis, et tout le monde parle de ses qualités extraordinaires comme maîtresse à penser, sans le savoir. Alors, je dois dire que les livres de Julia que je publie dans une collection intitulée Perspectives européennes, publiée aux Presses de Columbia à New York. Pour chacun de ces livres, nous vendons au moins 5000 exemplaires. Alors, pour un travail sérieux, intellectuel aux États-Unis, c'est un succès extraordinaire. Elle est très connue parmi les psychanalystes et son travail a influencé pas simplement la littérature française et comparée, mais la psychanalyse, la psychologie, la philosophie, les études féministes, les études culturelles et encore. Donc, pourquoi? D'abord, parce qu'elle incarne la figure d'une intellectuelle accomplie et cosmopolite, comme citoyenne du monde. Et elle dit parfois qu'elle est aussi américaine que française. Moi, je dirais plutôt qu'elle est aussi new-yorkaise que française. Pourquoi? Parce que à New York, tout le monde vient d'ailleurs. Et Julia représente cet esprit. Pourquoi? Tout le travail qu'elle fait depuis le début a une portée sociale et politique. Son travail sur la littérature a été très important. Depuis le début, sur l'idée de l'intertextualité, les rapports entre la linguistique et la littérature.
et également tout le travail qu'elle avait fait sur la maternité. Ceci a eu une influence dans le monde intellectuel non universitaire. Et pour les féministes américaines, ils sont au courant du travail qu'elle avait fait. Le travail qu'elle avait fait en littérature sur Proust, sur Colette, Mallarmé, Céline, Lautréamont et Barthes, et encore beaucoup d'autres, attire l'intérêt d'un public général. Par exemple, son livre sur À la recherche, qui a été publié en 1997, a reçu des comptes rendus dans le New York Times, Los Angeles Times et pas mal d'autres journaux. Ceci est extraordinaire parce qu'en général, surtout aujourd'hui, on ne fait pas de comptes rendus sur les écrivains étrangers. Alors, ceci est extraordinaire. Pour les élèves aux États-Unis, peut-être là, elle est plutôt américaine que française. C'est le sens d'ouverture, c'est sa capacité d'aller toujours au-delà d'un langage figé. Il y a toujours quelque chose d'insolite dans le travail que fait Kristeva. Aujourd'hui, nos élèves ne s'intéressent plus beaucoup à la pensée révolutionnaire, mais c'est la question de droits de l'homme. Je déteste dire ça, de l'homme, mais de l'homme et des femmes. Et c'est sa critique sociale et culturelle dans ce domaine qui est très attirante pour nos élèves. Un livre comme Étranger à nous-mêmes, qui a été réimprimé plusieurs fois, c'est un livre de base quand nos élèves parlent des diasporas du XXIe siècle. Son travail sur les droits des gens handicapés pourrait être un modèle pour ça aux États-Unis. Et moi, je dirais que personnellement, ce que je trouve dans le travail de Julia Kristeva, c'est une continuité dans l'œuvre quand elle dit, je cite, « Toutes les histoires reviennent à parler d'amour ». C'est l'amour qui est à la base de chacun de ces investissements intellectuels, amour du langage, amour de l'écriture, amour de la justice, et encore. C'est cette expérience du langage, c'est ce penchant naturel à la bienfaisance, c'est le désir de laisser parler l'inconscient. C'est l'intérêt d'examiner comment les pulsions se portent contre l'identité de nous-mêmes. Pour Kristeva, et il y a une tendance dans la presse américaine à mélanger le travail de Kristeva avec cette étiquette malheureuse pour moi-même, French Theory. Elle va au-delà de French Theory. Elle n'est pas figée aux années 70. C'est elle qui essaie de réinventer l'humanisme. C'est elle
qui essaie d'être à l'écoute du singulier. Et pourquoi? C'est un moyen d'ajouter à la solidarité du groupe. Devant un monde globalisé, Kristeva a essayé de créer un travail intellectuel éthique. On sait, Axel Kahn, que vous êtes un humaniste militant. Vous avez été membre du Comité consultatif national d'éthique, vice-président de la Société des Amis de l'Humanité. Vous écrivez sur des questions d'éthique. Est-ce que vous pouviez... Et vous étiez au Parvis des Gentils, d'ailleurs. Et donc, un des points communs qui vous lie et que vous avez avec Julia Kristeva, c'est cette tentative, justement, de fonder un humanisme pour le XXIe siècle. En effet, de tous les témoins qui se sont exprimés, je suis sans doute celui qui connaît très bien, qui suis un proche de Julia Kristeva depuis le moins longtemps. Et d'une certaine manière, ayant entendu Antoine Compagnon, je m'en suis félicité. Parce que, étant un peu plus âgé, nettement plus âgé que Julia, il faut dire que dans les années dont a parlé Antoine Compagnon, moi, je faisais partie de ceux qui ont évincé les Italiens de l'UEC, qui ont été à la direction nationale de l'UEC avec Robert Linhart, qui a vu la création par conséquent du PCMLF, de ce mouvement, l'autonomisation de Robert, qui ensuite, je dois dire, a manié l'exclusion avec une ardeur toute militante. Nous avons été sauvés, réellement. Nous ne nous sommes pas connus à cette époque, car peut-être que le dommage eût été irréversible. Mais en effet, comme l'a dit Antoine, la spirale amène parfois à des modifications de phase. Et en réalité, c'est bien en phase que nous nous sommes retrouvés. Je la connaissais depuis longtemps, Julia, bien entendu. Je suis l'un de ses lecteurs, je l'avais entendu maintes fois. Comme universitaire, nous avons participé à des séminaires, à des ouvrages issus de ces séminaires également. Président d'université, elle était l'une des héroïnes d'une université amie, avec laquelle nous essayons de créer quelque chose. Mais ce qui nous a rapprochés, en quelque sorte, c'est la conjonction du roi Hérode, de Jean-Marie Lustiger, de Gianfranco Ravasi et du père Laurent Mazas, le Parvis des Gentils. Et ce qui nous a amenés à témoigner de la communion intellectuelle qui est réelle, c'est effectivement la raison pour laquelle nous avons été réunis sous l'égide conjointe du roi Hérode à Monseigneur Ravasi. Le roi Hérode, comme chacun se le rappelle sans doute, a totalement modifié le deuxième temple de Jérusalem et y a ajouté une très grande enceinte extérieure, très vaste, au centre de laquelle était le temple proprement dit, avec la cour des femmes, la cour d'Israël, la cour des hommes, la cour des prêtres et le Saint des Saints. Seuls les Juifs, femmes, hommes, prêtres, pouvaient accéder à cette partie centrale, seuls les prêtres pouvaient accéder au Saint des Saints, et dans le vaste espace, le Parvis des Gentils, se retrouvait tout le monde en réalité. Les gentils, naturellement, c'est-à-dire tous les non-juifs, mais également les mendiants qui mendiaient, les commerçants qui commerçaient, les juifs qui arrivaient et qui payaient les prêtres pour faire pour eux des sacrifices. La notion de gentil s'est inversée lorsque les chrétiens s'en sont ressaisis
Et saint Thomas, dans sa Somme contre les gentils, considère que la vraie foi, naturellement, est celle de la religion romaine, et les gentils sont tous les autres. Et dès lors, les Juifs font pratiquement partie des gentils. Lorsque la commission pontificale de la culture, dirigée par Gianfranco Ravasi, a décidé de lancer ses parvis des gentils, le premier à Bologne, le deuxième à Paris, il a voulu en faire un lieu de dialogue entre les croyants et les incroyants avec une ambiguïté que d'ailleurs Monseigneur le Père Mazas a très bien vu d'emblée et que Monseigneur Ravasi a très bien vu. C'est qu'initialement, le parvis des gentils était un peu considéré comme le lieu où les non-juifs pouvaient accéder pour s'approcher du sacré sans s'en approcher trop près et pour pouvoir prier quoique non-juifs. Et ça a été un moment extrêmement important lorsque saint Paul leur a donné l'accès à la partie centrale du temple, dans une atmosphère polémique extraordinaire. Quels étaient les gentils que choisiraient par conséquent les catholiques pour discuter avec eux dans le cadre de ce parvis des gentils? Or là, nous avions un point commun, et nous verrons la raison pour laquelle nous avons ce point commun, Julia Kristeva et moi-même, c'est que nous sommes parmi les gentils les plus présentables aux yeux des catholiques français. Nous avions déjà un point commun, c'est-à-dire que tous les deux nous avons eu, et d'où Monseigneur Jean-Marie Lustiger, nous avons eu le très grand honneur et sans doute la très grande émotion de prononcer un discours, je ne dis pas un prêche, lors du carême à Notre-Dame de Paris. Face à l'autel, face à la grande rosace, devant tous les fidèles. C'est Jean-Marie Lustiger qui l'avait voulu. Un dialogue entre un laïc et un laïc incroyant, et soit un laïc très pratiquant, soit un clerc. Donc, nous avons participé, elle et moi, avec passion, à ce parvis des gentils, en se demandant si c'était un dialogue entre incroyants et croyants, ou si c'était, comment dirais-je, un purgatoire tel que des non totalement croyants encore pouvaient s'approcher de la vérité. Mais nous avons, je crois, Julia et moi, considéré qu'il fallait considérer la première hypothèse et que c'était un vrai dialogue entre les incroyants et les croyants. D'ailleurs, c'est important parce que Monseigneur Ravasi lui-même dirige maintenant le Conseil pontifical de la culture qui a réuni 2 commissions pontificales, celle-ci et celle pour le dialogue des croyants et des non-croyants auparavant. Alors la question se pose, et j'en arrive à la communauté intellectuelle. La question se pose, pour quelles raisons sommes-nous, Julia et moi, parmi les incroyants les plus présentables pour les catholiques français? Pas simplement français, parce que nous avons, Julia et moi, plusieurs fois été au Vatican pour discuter avec les autorités vaticanes. Je crois pour une raison qui a déjà été évoquée, qui est la raison de l'humanisme. Se dire humaniste, quand on ne se dit pas croyant, après toute la période des années 70, semblait extrêmement singulier. Les années 70 sont l'aboutissement d'un long mouvement que tout le monde connaît. Nietzsche avait, au XIXe siècle, décrété la mort de Dieu mise à mort par son inventeur-créature dans son mouvement mu par un désir de puissance. Dans les années 60, la French Theory, Michel Foucault avait bien confirmé que selon lui, cet humanisme-là, l'homme de cet humanisme-là, était mort, fruit d'une dialectique qu'il contestait, et le remplacement de cette dialectique contestée, séquelle de Hegel et dans la bouche de Foucault, de Marx,
devait laisser place à une approche analytique. Par ailleurs, les structuralistes, Lévi-Strauss, également pour d'autres raisons, contestaient cet humanisme-là, si bien que le risque, la possibilité existait que l'humanisme se réfugiât uniquement dans le domaine de la foi où il va de soi. La créature à l'image de Dieu ne peut que justifier l'humanisme. Julia a effectivement été d'une folle originalité en essayant de refonder en raison les bases d'un humanisme sécularisé. Et de mon côté, il se trouve que, indépendamment, je me suis efforcé de mener la même voie, ce qui nous a amené forcément à nous rencontrer. Et là encore, les solutions que nous avons proposées, avec de nombreuses différences, comme base de cette refondation, sont singulièrement convergentes. Elle et moi, elle le dit, nous sommes en tout cas convaincus par cette affirmation de Sartre que l'existence précède l'essence. Néanmoins, l'on a parlé tout à l'heure de l'amour, vous avez parlé de l'amour de la langue, l'amour de l'autre, l'amour d'un compagnon, l'amour des enfants, l'amour de la fragilité des personnes en situation de handicap. Néanmoins, il nous est apparu que dans la conjonction, dans l'économie des personnes, se jouait quelque chose dont la désignation était compliquée, que l'on va appeler amour, attachement, empathie, admiration, émerveillement. Que ce quelque chose était spécifique à un fait, qu'il était manifestement construit sur un existant, mais qu'il qualifiait cet existant, et qu'il lui fallait trouver une désignation, et qu'après tout, considérer que c'était là, de manière absolument évidente, la base d'un humanisme, un humanisme de la construction d'un existant humain, est certainement un combat qui nous a tous les deux engagés. Je me rappelle que dans une conférence où nous étions tous les deux, Julia, j'ai expliqué ma propre vision en indiquant que pour moi, l'humain, avant l'interaction, était dans la situation de bûches incandescentes éloignées dans l'âtre, qui rougeoient mais ne flamboient pas. Alors que si on les rapproche, elles s'embrasent l'une l'autre et jaillit la flamme qui pour moi est celle justement de cette humanité. Julia a magnifiquement décrit la qualité exceptionnelle de ce qui pouvait se jouer au contact de la fragilité, de la plus radicale des fragilités, de la fragilité des autres dans le handicap, de la fragilité des siens dans le handicap. Cette espèce de dilatation de l'âme, de l'affection, de l'amour, ce désir d'être tout par cette fragilité et pour cette fragilité, l'a amené à être sans doute l'un des auteurs ayant écrit les plus belles pages sur le phénomène du handicap. Autre point qui nous rapproche, je suis aujourd'hui le président de la Fondation internationale du handicap et c'est un combat extrêmement important. Et bien évidemment, il est difficile de dire si une des bases de notre humanisme, c'est la vision que nous avons sur cette fragilité-là, ou bien si nous avons cette vision parce que nous essayons de refonder un humanisme sécularisé. En tout cas, Julia, je terminerai par cela. Votre pensée en ce domaine, en d'autres, est tellement riche, a toujours été tellement riche. Je vais reprendre mon image des bûches. Si l'une de ces bûches, c'est Julia Kristeva, elle ne peut qu'embraser tous les autres. Merci.
Laurent Mazas, directeur exécutif du Parvis des Gentils au Conseil pontifical de la culture. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de Julia Kristeva au Parvis des Gentils et puis peut-être nous dire un peu quels sont les projets que vous avez ensemble? Tout d'abord, je le fais très volontiers et avec joie. Je présente les salutations, toute l'amitié du cardinal, hein, qui aurait aimé être là. Vous l'avez invité, mais actuellement, il préfère être à Rome pour voir un peu comment les choses évoluent. Sans grande inquiétude, parce que ces liens et nos liens avec le nouveau pape, le pape François, sont solides et il l'a déjà d'ailleurs dit à plusieurs reprises, le dialogue avec l'athéisme, et il a dit 2 fois, est extrêmement important et voilà, donc on n'a aucune inquiétude de ce côté-là. Donc voilà, en 2 mots, quand le cardinal Ravasi, vous voyez, le Conseil pontifical de la culture, c'est un organisme du Saint-Siège. On dit facilement le ministère de la Culture du Vatican, mais ça n'a rien à voir. On ne s'occupe pas des musées du Vatican, c'est plus une sorte d'observatoire où on essaye de regarder un peu les cultures du monde et de comprendre quels sont les grands défis pour l'Église aujourd'hui et comment y répondre. Et quand le cardinal Ravasi a pris sa fonction en 2007, il nous a tout de suite dit il faudrait qu'on ait comme consulteurs des gens avec qui on a envie d'entrer en dialogue, des personnalités qui ne sont pas de chez nous. On ne dialogue pas avec soi-même, on dialogue avec les autres. Et comme en 2008, j'ai été invité à un colloque à l'Institut catholique où vous avez fait une remarquable présentation sur l'encyclique Fides et Ratio, le cardinal m'a dit, ah bah tiens, puisqu'il y a Julia Kristeva, bah demandez-lui si elle ne pourrait pas être une sorte de consulteur pour nous. Alors, comme Julia est extrêmement polie, elle a vu ce jeune prêtre, enfin jeune, en disant oui, bien volontiers, etc. Et puis, l'année d'après, il y a eu ce fameux discours de Benoît XVI en fin d'année, au moment des vœux de Noël, où en se référant au voyage qu'il avait fait quelques mois avant en République tchèque, il avait été profondément touché non seulement de l'accueil de la population, dont tout le monde sait qu'elle est en grande majorité non croyante, mais surtout de l'écoute de ces gens. Et du coup, dans ce discours, il disait il faudrait... aujourd'hui, l'Église doit faire beaucoup plus dans le dialogue avec les non-croyants. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font au niveau du dialogue interreligieux. Il y a un dicastère qui s'occupe du dialogue avec l'islam, avec toutes les religions, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait réellement avec le monde des non-croyants. Il y avait effectivement pendant le concile un secrétariat pour les non-croyants qui avait été créé, mais qui était plus un organisme qui permettait d'entrer en dialogue, en contact, si vous voulez, avec les pays derrière le rideau de fer. Et puis après, à la chute du rideau de fer, il n'y avait plus grand-chose qui se faisait. Et le cardinal Ravasi m'avait confié ce département de l'athéisme, et je ne savais pas trop quoi faire. Et comme le pape a pris cette image du Parvis des Gentils, je me suis dit, bah tiens, dans un monde de communication, il faut des images. Et... donc, on a lancé cette image. Je sais que quand j'en ai parlé la première fois avec Julia, elle n'était pas tellement satisfaite de l'image et je crois aujourd'hui encore, elle l'apprécie moyennement. En italien, ça passe bien, Cortile dei Gentili, c'est chantant. et voilà. Donc, Cardinal m'a demandé, réfléchissez à ce qu'on peut faire. Et donc, je suis retourné à Paris et nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec Julia pour réfléchir à ce qui serait bien de faire. Et d'ailleurs, à cette époque-là, vous parliez beaucoup plus, vous utilisiez beaucoup plus le concept de l'alliance. Toujours avec cette idée de la refondation d'un humanisme et une fondation qui se fait à travers le dialogue. Vous avez dit tout à l'heure, cher professeur, que vous êtes peut-être les plus présentables, je ne sais pas si c'est ça, mais vous êtes certainement ceux qui aiment dialoguer, qui n'ont pas peur de dialoguer d'une manière tout à fait honnête et respectueuse. Et maintenant que nous avons une longue expérience avec beaucoup de parvis déjà accomplis et puis un programme extrêmement chargé pour les mois et les années qui viennent, nous avons toutes sortes de personnalités
en Italie bien sûr, mais aussi, par exemple, nous allons aller en octobre à Varsovie, début novembre à Prague et à Bratislava, fin novembre à Berlin. Nous irons à Washington l'année prochaine, etc. Donc c'est une activité qui se développe énormément et vous y êtes pour beaucoup. Et chaque fois, on a des personnalités extrêmement différentes, riches, qui nous enrichissent et qui acceptent d'entrer dans un vrai dialogue avec nous. On essaye, hein, et vous l'avez souligné tout à l'heure, de faire en sorte que ce ne soit pas un dialogue entre des religieux et des non-croyants, des laïcs, si vous voulez, pour éviter d'entrer dans une dialectique stérile de l'accusation de l'institution et la défense de l'institution, mais vraiment de faire dialoguer entre eux des laïcs, donc des personnes du monde de la culture, des universités, des académies, pour approfondir les grands thèmes d'aujourd'hui. S'il y a nécessité de refonder l'humanisme, c'est parce qu'il y a des crises, et ces crises, il faut les analyser et les analyser ensemble. C'est un peu, si vous voulez, le parvis des gentils, l'opposé d'une certaine conception de la laïcité, une conception étroite où on s'imagine qu'il faut surtout taire les différences pour que tout aille bien. Au contraire, c'est en reconnaissant ce qu'est l'autre et en acceptant ce qu'il est que le dialogue peut être à la fois riche et fécond. Et donc voilà un peu l'idée du parvis. Donc voilà, comme on en a déjà parlé, je vais pas reparler de ça, mais c'est pour nous aussi un très beau souvenir que cette invitation de ces 4 personnalités des non-croyants à la rencontre d'Assise, qui avait un peu surpris et les cardinaux en premier lieu quand le pape a dit « voilà, je voudrais qu'il y ait aussi des athées à la rencontre d'Assise ». Au cours d'une réunion de certains cardinaux, je ne les nommerai pas, certains ont dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Ils pensaient que c'était une fantaisie du Canel Ravasi. Et le pape les a interrompus immédiatement en disant « non, c'est moi qui l'ai voulu ». Et il a expliqué pourquoi, et en remontant à Saint-Justin, etc., en montrant comment la théologie était née dans une confrontation au monde séculier. Hein, et que la théologie d'aujourd'hui, pour éviter de se scléroser, doit aussi rencontrer le monde laïque, j'allais dire, hein, parce que c'est dans ce dialogue avec les frontières que les choses s'approfondissent. Donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais je garde toujours cette magnifique image de Julia. C'est moi qui vous ai accompagné pour saluer le pape et ensuite jusqu'au pupitre où vous avez prêché vos 10 commandements de l'humanisme. Votre discours est celui qui, avec le discours du grand rabbin, ont été les 2 plus beaux discours et ont marqué tout le monde. Et très souvent, on fait référence à cette intervention. Donc merci, je pense que je peux dire de la part du Saint-Siège, merci pour ce rôle que vous avez joué.